est-ce que cette diversité est observée sur le terrain du combat? Pourquoi une telle question? Au niveau des soldats qui sont morts à Seba, 4 ont été tués et 4 disparus ont été retrouvés. Presque tous, ou du moins 1 ou 2, étaient de la même ethnie. Aucun n'était susceptible a priori de comprendre la langue du parler du Yaga, ce qui ne leur permettait pas de se sentir proches et acceptés. Les forces de défense et de sécurité sont au charbon depuis des années, conscientes de leur devoir et soucieuses de faire honneur au Faso. Pouvez-vous dire à l'Assemblée nationale si une des conditions essentielles et majeures, à savoir la proximité de l'armée et de la population, la confiance indispensable, est-elle réciproque? Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'énergie est à la base de tout développement. Pouvez-vous confirmer qu'au Burkina Faso, à l'heure actuelle, la demande et l'offre sont équivalentes et confirmer que tous les demandeurs d'électricité au Burkina Faso, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, sont satisfaits et que l'équilibre entre la demande et l'offre est réellement établi? La situation d'Air Burkina est préoccupante et ces difficultés se sont aggravées avec l'avènement du coronavirus. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quel est votre plan pour la relance de Air Burkina et quelles sont les mesures diligentes que vous comptez prendre pour sauver la compagnie qui fait la fierté de notre pays? Je vous remercie. Sinon, vous avez encore du temps, hein, si vous n'avez pas épuisé votre... Allez-y, continuez. C'est bon? D'accord, très bien. Président PJRN, hein, prenez votre temps. Merci, oui, je prends mon temps, Monsieur le Président. Merci beaucoup de m'avoir donné le temps. Je rappelle qu'il faut éviter les répétitions. Oui. Si une question a déjà été abordée, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Ça nous fait gagner en temps. Et voilà. Allez-y. Merci bien, Monsieur le Président. J'ai des questions portées par 2 députés. D'abord, le député Tchembiano Ludovic, qui pose 2 questions. Notre pays, le Burkina Faso, faut-il le rappeler, depuis maintenant 5 ans, est en proie à des violences du fait des attaques terroristes et des crises intercommunautaires, causant ainsi de nombreuses pertes en vie humaine, aussi bien du côté des civils que celui des forces de défense et de sécurité. Cette situation engendre des milliers de déplacés internes, fuyant des zones à risque et abandonnant les terres cultivables et leur bétail. Cependant, la saison hivernale s'annonce déjà et on sait que pour la plupart de ces déplacés internes, surtout des zones à risque comme celle de la région de l'Est, les activités agricoles et l'élevage constituent leur principale source de revenus et même de subsistance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement prévoit-il des dispositions diligentes à cet effet? Question 2. En dépit de subir quotidiennement les affres des attaques terroristes meurtrières de notre pays, fait place depuis 2020 une grave pandémie du coronavirus. Cette pandémie suscite de la part du monde entier et surtout de la communauté internationale une mobilisation exceptionnelle au plan financier. Dans notre pays, le sursaut patriotique, jamais égalé, se manifeste par des collectes de fonds et des dons de matériel dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Pourtant, au même moment, les attaques terroristes continuent de faire des victimes et de nombreux déplacés internes s'accroissent. On a l'impression que l'avènement du coronavirus a occulté l'aspect sécuritaire et même les autres pandémies comme le paludisme qui font beaucoup plus de victimes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'en est-il précisément des mesures sécuritaires en cette période de riposte contre le coronavirus? Pourquoi ne pas susciter un tel élan de patriotisme contre le terrorisme et pour venir en aide aux nombreux déplacés internes qui vivent dans des conditions très précaires? Question du député Gondé Lassina. Le barrage de Samandini, inauguré le 30 novembre 2019, a relancé les activités sylvo-agro-pastorales de la commune de Bama et partant de toute la région des Hauts-Bassins. Cependant, pour favoriser l'écoulement des produits,
il faut développer des infrastructures routières. C'est pourquoi le bitumage du tronçon de 17 km reliant la nationale 10 au barrage de Samandini serait d'un apport certain dans cette perspective. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous envisager le bitumage de ce tronçon pour accompagner les efforts des populations dans la quête de leur développement? Question 2 de l'honorable. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le péage de la nationale 9, route de Faramana, frontière du Mali, est situé dans la commune de Bama et génère des recettes importantes qui sont reversées au trésor public. Cependant, en principe, ces taxes du péage devraient profiter également à la commune. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'en est-il exactement et que pouvez-vous faire pour que ces recettes puissent également profiter à la commune dans le cadre de son développement? Enfin, me concernant, je voudrais d'abord dire merci à son Excellence pour la concision et la clarté de son discours synthèse. Cependant, je suis resté sur ma soif quant à la question sur la performance de votre système de gouvernance et les perspectives sur les élections à venir. Je vous rappelle, ici et maintenant, que le président Roch avait dit haut qu'avec son parti, c'était l'ère de la droiture, de l'honnêteté, du travail bien fait, de l'amour pour son peuple. Le combat que nous menons, c'est un combat pour remettre l'administration sur les rails, de débarrasser de tous les paresseux, de tous les fraudeurs, de tous ceux qui ne travaillent pas dans l'intérêt du Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'en est-il exact de la corruption dans notre système administratif, notamment en ce qui concerne les dossiers en suspens ou les dossiers transmis par l'ALCE. La mauvaise gestion des dossiers administratifs au sein des départements ministériels notamment, vous avez vu les différents décrets et arrêtés remis en cause ou répétitifs, les actes administratifs qui sont attaqués par les citoyens et qui gagnent. Je voudrais dire également que tout ceci montre un peu le dispositif quand même qu'au niveau du système de gestion, il y a des problèmes parce qu'on n'a pas besoin, ce n'est pas des bulldozers que nous avons besoin, c'est une meilleure gouvernance. Et je voudrais que vous nous citiez de façon très claire quels sont les dispositifs ou les mécanismes mis en place pour lutter contre la corruption parce qu'il y a des dossiers en suspens comme le servant fin, on ne sait pas quelle est la suite dessous ces dossiers-là parce que la corruption, les stars qui tombent comme on en a vu à l'Est, c'est-à-dire au centre-Est, et les mauvaises constructions, les constructions des chantiers qui prennent autant de temps que le temps prévu initialement et qui font des coûts exorbitants pour l'administration et pour le pays. Je vous remercie. Merci. Vous avez oublié de remercier le président de l'Assemblée. Non, vraiment, merci, Monsieur le Président, pour le bonus. Pour le Lenga. Merci. À présent, je passe la parole au groupe parlementaire UPC. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, je voudrais, à la suite du Président de l'Assemblée nationale, vous féliciter pour la concision de votre discours. Cela pourrait se comprendre aisément quand on voit que votre discours est construit sur un condensé d'actions éparses de votre gouvernement, au lieu de faire un diagnostic profond de votre gouvernance et de notre vivre ensemble. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'exercice à vous soumis est un discours sur la situation de la nation. Des nations, parlons-en. La nation suppose l'existence d'un peuple et d'un État. L'État suppose un territoire, un gouvernement et une population. Mais le territoire burkinabé est aujourd'hui occupé au tiers par des terroristes. La cohésion sociale est mise à rude épreuve.
On ne saurait citer Arbinda, Zoaga, Yirgou, Tanwalbougou, etc., en passant par les crises de confiance entre votre gouvernement et les partenaires sociaux et également avec les partenaires étrangers. L'autorité de l'État est complètement inexistante. Et je voudrais me poser la question de savoir de quelle nation parlez-vous dans votre discours. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Premier ministre, dans son programme de société, le candidat Rochmar Christian Kaboré s'était engagé à recruter, au cours de son mandat, au total 16 800 jeunes diplômés sans emploi, ayant au moins le bac, plus 2 ans d'université, pour combler le déficit en personnel enseignant dans l'éducation nationale. Quel bilan après 4 ans? Monsieur le Premier ministre, vous avez raté là une occasion belle au début de votre discours de présenter vos excuses à l'Assemblée nationale et à la nation entière du fait du mensonge que nous avons été tous témoins et servis ici lors de la prestation de votre ministre en charge de la santé. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci. Vous avez pris 3 minutes, 2 minutes 45 exactement. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci à Monsieur le Premier ministre. Et à l'entame, je dirais que, à mon avis, ce discours sur la situation de la nation devrait être, pour moi en tout cas, un discours d'adieu et un discours de bilan aussi. Parce que ce n'est pas évident que vous aurez la chance de revenir ici l'année prochaine pour prononcer un autre discours. On se souvient donc que les Burkinabés ont confié leur destin au président du Faso avec un programme qui se déclinait en un plan national de développement économique et social dont vous aviez la charge de mettre en œuvre. Je voudrais, on est à 4 ans et demi pratiquement, je voudrais que Monsieur le Premier ministre puisse dire face au peuple burkinabé et à la représentation nationale s'il est satisfait de la mise en œuvre de ce plan. C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, toujours d'ordre national, vous aviez terminé votre discours, excellent Monsieur le Premier ministre, par une très belle citation. Je vous reprends. C'est lorsqu'une maison présente des fissures que les salamandres s'y engouffrent. Monsieur le Premier ministre, moi je veux savoir, vous avez lancé ainsi un appel aussi à la trêve sociale, mais également à l'unité sociale, à l'unité nationale. Je voudrais savoir, est-ce qu'on pourra parvenir à cette trêve sociale et à l'unité nationale tant recherchée si on continue à appliquer au forceps des lois décriées, telles l'UTS, telle la suspension des salaires de certains fonctionnaires? Est-ce qu'on va parvenir à cette trêve sociale? Est-ce que, également, je souhaite que vous reveniez, parce que dans le discours, vous n'avez pas fait cas. Quelles sont les actions fortes que vous aviez eu à poser en 2019, allant dans le sens de la réconciliation nationale? Troisième préoccupation, Monsieur le Premier ministre, la loi sur la fonction publique hospitalière a été adoptée en 2017. Cette loi a suscité au sein donc du personnel de santé et des populations, en tout cas, des espoirs. Le constat aujourd'hui, 2 ans après, est que la loi la peine à s'appliquer. La preuve, en son article 3, elle dispose que les structures publiques de soins de santé sont organisées en établissements publics de santé. Le Conseil des ministres a d'ailleurs créé et adopté l'agence de gestion des soins primaires qui demeure jusqu'à ce jour non fonctionnelle. Quelle explication donnez-vous à cette situation? Deuxième préoccupation toujours, un certain nombre de médecins ont été recrutés pour donc soulager les populations. Et du fait de l'insécurité, beaucoup de ces médecins peinent à joindre leur poste. Quelle solution vous envisagez pour ce personnel qui aujourd'hui est pris par le chômage technique et pratiquement le découragement? Et la dernière, concernant le volet santé,
c'est l'abandon du projet de transformation des CSPS des communes rurales en centres médicaux. Quelle explication vous donnez à cela? Parce que dans le discours, on n'en fait même plus cas. On parle de la construction des CSPS, de la normalisation de d'autres CSPS, mais on ne parle plus de l'érection donc des CM, des CSPS, des communes rurales, centres médicaux. Pour terminer avec les questions d'ordre national, j'allais dire parce que j'ai une question locale, nous avions noté avec beaucoup de satisfaction le taux de croissance de notre pays en 2019, qui est de l'ordre de 5,7%. Mais au même moment, on relève avec regret une contre-performance de notre classement sur le tableau de Doing Business. Depuis 2017, nous sommes passés de la 146e place à la 151e en 2020. Monsieur le Premier ministre, quelle explication vous donnez à cela et que fait votre gouvernement pour améliorer le climat des affaires dans notre pays? La question locale, elle est bien connue par certains de votre gouvernement. J'ai eu à interpeller le gouvernement quant à la dégradation très avancée de la RN numéro 25, suite aux pluies diluviennes de l'année passée, mais également à l'exploitation trop des camions d'une société minière installée dans la zone. Donnez plus de et en effet, RN25, c'est quelle route? Parce que c'est Léo Po Kébélé Zeko Ziou, reliant la petite commune de Zabré. Voilà. Alors, si rien n'est fait, c'est sûr qu'il y aura 3 communes qui seront enclavées, monsieur le ministre. Je voulais savoir, c'est un cri de cœur des populations de la localité, et je voulais savoir si une action vigoureuse et rapide à l'image de votre bulldozer sera faite dans la zone pour soulager donc les populations. Je vous remercie. Merci. Vous avez consommé 8 minutes. 8 minutes. C'est qui? Non, vous pouvez y aller. Hein. On est flexible. Bien, merci, Excellence. Député Zerbo Moussa. Monsieur le Premier ministre, lors de votre dernier passage le 16 mai 2019 devant la représentation nationale, vous avez pris un engagement que vous avez honoré. Je tiens à vous féliciter pour le respect de la parole donnée. Il s'agit de l'étude d'impact environnemental et social sur 2 sites à Bobo-Dioulasso, à Forêt de Kwa et Borodougou. À l'occasion, j'ai été auditionné par le cabinet Expérience. Plus de 6 mois après, l'étude dont les résultats étaient attendus dans un délai d'1 mois tarde à être dévoilée au public. Pourquoi, jusqu'à présent, l'hôpital de Bobo-Dioulasso n'a pas connu un début de construction? Que s'est-il passé pour qu'on passe d'un centre hospitalier de référence sous-régional prévu sur 80 hectares, site déjà identifié depuis 2013 et borné, toujours existant, à un centre hospitalier universitaire sur 16 hectares dans une forêt classée depuis 1936 par le colon de surcroît? Monsieur le Premier ministre, aucun fils ni fille de Bobo-Dioulasso n'est opposé à la construction de cet édifice. Rien que des mensonges et des manipulations à des buts non avoués ont fait des agitations à Bobo-Dioulasso. Ma deuxième préoccupation, un engagement solennel avait été pris pendant la campagne et en début de mandat du pouvoir en place. Vous avez donné 100 jours pour en finir avec le chômage des jeunes. Toute chose qui a suscité l'espoir pour tous. 4 années passées et quelques mois de la fin de votre mandat, que je me garde de dire si c'est le premier ou c'est le dernier,
Pensez-vous avoir relevé ce défi? Nous parlons au peuple burkinabé et particulièrement à la frange jeune. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle. Merci beaucoup. Merci au député Kouazerbo. Donc, comme j'ai dit, on est flexible sur le temps, hein, donc prenez votre temps également. Député Tahirou Bari, merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour votre indulgence dans le temps qui me sera accordé pour poser mes préoccupations. Ah non, pas à vous, hein, c'est au groupe, mais vous, vous là, individuellement, vous avez 2 minutes. Je voudrais commencer par féliciter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Sous votre leadership et grâce à votre esprit de réalisme et de franchise, la rhétorique du PNDS a subitement disparu des discours officiels, mettant ainsi fin aux attentes désespérées de la plus de 17 000 milliards annoncés à des populations qui, selon l'expression du professeur Laurent Bado, étaient parquées dans une salle obscure d'attente où elles n'attendaient plus rien. Félicitations à vous, Monsieur le Premier ministre. Excellence, le peuple burkinabé, et particulièrement les résidents de la capitale et ceux de Basenko, ont longuement applaudi lorsque le 4 juin 2018, l'ex-ministre des Finances, Mme Rosine Koulibaly, a annoncé que les financements de 70 milliards pour la construction du centre hospitalier universitaire de Basenko sont désormais bouclés et que l'hôpital sera livré en fin décembre 2019. Face à la désillusion des populations, la ministre de la Santé, Mme Claudine Louguet, a annoncé le 24 avril 2020 qu'il ne s'agissait que des intentions de financement avec une société de la place et que la recherche se poursuivait toujours. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous aujourd'hui, devant la représentation nationale, nous dire où se trouve la vérité dans ce projet hospitalier? Excellence, l'exacerbation de la crise sécuritaire a laissé apparaître une grosse fissure dans notre cohésion sociale avec son lot de stigmatisation, d'enlèvement, d'assassinats et de représailles communautaires. Dans le pays des hommes intègres, aujourd'hui, des citoyens d'une même nation sont traumatisés et vivent l'horreur chaque jour et chaque nuit au nom d'une stigmatisation savamment entretenue. Excellence, qu'est-ce qui est fait de façon énergique et urgente pour arrêter cette dérive suicidaire? Excellence, sur le point spécifique des milliers de déplacés, que se passe-t-il dans les sites en termes de dotation en vivres au regard du sitting récent d'interpellation d'une centaine d'entre eux à Kaya pour dénoncer la distribution sélective de ces vivres? Quelles sont les dispositions prises pour protéger ceux installés sur des sites inondables en cette saison pluvieuse naissante, quand on sait ce qui s'est passé quelques semaines sur le site de déplacés de Kongoussi? Continuez. Excellence, dans votre discours du 18 février 2019, vous vous êtes engagé à la page 13 de poursuivre les efforts de normalisation des années académiques, plus d'1 an après. Pouvez-vous dire à ces jeunes ambitieux et qui rêvent d'études supérieures brillantes de la classe de terminale des localités de Sidoumoukar et de Soubaragna-Dougou, quelle sera la date de la rentrée académique prochaine? À l'heure des bilans, aujourd'hui, et au regard des informations qui ne figurent pas dans l'annexe de votre discours d'aujourd'hui, quel est le point de réalisation des infrastructures promises dans le discours de 2016? Il s'agit de 26 amphithéâtres de 500 places, 7 bibliothèques de 1000 places, 6 cités universitaires de 4000 lits,
46 bâtiments pédagogiques, tous annoncés dans le discours de février 2016. Avant-dernière question, sur la question des emplois, un malaise profond est perceptible au sein de la jeunesse qui accourt désespérément à la moindre annonce d'un quelconque avis de recrutement, ce qui suscite de vives interrogations sur l'efficacité des politiques d'emploi par le gouvernement. 1. Quelle est la réalité des chiffres sur le nombre de chômeurs au Burkina Faso? 2. Quel est le nombre d'emplois durables créés depuis 2016 à nos jours? 3. Quel est le bilan chiffré des opérations de restructuration des entreprises en difficulté? 4. Dans votre discours d'aujourd'hui, vous avez affirmé qu'il y a une hausse de près de 5% des entreprises créées. Quel est parallèlement le point sur le taux de mortalité en la matière au regard du nombre croissant de témoignages malheureux d'entrepreneurs tombés subitement en faillite? Enfin, dans votre discours du 18 février, vous avez affirmé à la page 23 que la vision du gouvernement en matière culturelle et touristique est d'en faire des industries de services. Concrètement, quels sont les moyens qui ont été mobilisés à cet effet et combien d'industries culturelles et touristiques ont ainsi été créées? Sur la question spécifique de la réalisation du grand projet mémorial Sankara, Thomas, quel est l'accompagnement financier prévu par le gouvernement afin d'impulser et achever ce projet tant attendu au plan national? Et quelles sont les mesures fortes qui ont été prises pour sauvegarder et relancer particulièrement le secteur touristique au bord de l'effondrement dans un contexte d'insécurité et de la pandémie du coronavirus? Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, pour votre indulgence. L'indulgence, c'est au groupe, ce n'est pas l'individu Barry. Sinon, je ne le ferai jamais. Alors, je passe la parole au groupe parlementaire Burkinlem. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Premier ministre. En préalable, je dirais qu'au regard du bilan qui vient de nous être livré, je note personnellement avec satisfaction qu'un travail énorme a été abattu, et cela en si peu de temps. Les avancées sont effectivement significatives. Le pays est en plein chantier, les lignes bougent, et ce, dans un contexte sécuritaire et tout récemment sanitaire préoccupant. J'ai quelques préoccupations que je porte au nom des collègues qui ne sont pas là et à mon nom personnel. D'abord, des préoccupations personnelles. Je voudrais partager avec vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, quelques préoccupations relatives à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, aux travaux de bitumage de la route nationale 18, RN 18, et également des questions d'ordre qui relèvent de l'éducation et la fonction publique. Excellence, l'opération Otapuanou, menée dans la région de l'Est, dans la période du mois de mars-avril 2019, a permis de donner un réel espoir aux populations de cette région qui étaient en proie à de nombreux actes terroristes. Si cette opération a permis de ramener la quiétude et la sécurité au niveau de la région, force est de constater que cette quiétude n'a été que de courte durée. Car seulement un an après, cette opération saluée par tous, l'on note avec force que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée et les populations de l'Est ne savent plus à quel sein se vouer. En effet, je dirais que la quasi-totalité des 5 provinces, des provinces donc que compte la région, est touchée par des actes terroristes.
Pire, nous assistons de nos jours à des enlèvements et assassinats ciblés, de jour comme de nuit. Excellence, c'est un cri de cœur, je dirais, des fils et filles de la région de l'Est. Qu'est-ce qui est prévu donc, au niveau du gouvernement pour redonner espoir à ces vaillantes populations et pour leur permettre de retrouver la quiétude d'antan, surtout avec l'hivernage qui arrive à grands pas? Ma deuxième préoccupation, le lancement des travaux de bitumage de la RN 18 qui a eu lieu, je crois, le 5 novembre 2019, a également suscité un espoir au sein des populations de la Gnénia, je dirais, de la région de l'Est. Et pratiquement 7 mois après, de travaux intenses que ici je salue au passage, aujourd'hui nous constatons un arrêt donc, de l'aménagement de cette route-là. Et cela suscite naturellement des interrogations et des inquiétudes au sein de la population. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer donc, sur cette question-là? Et également, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui est envisagé pour le tronçon Taparko-Bogandé pour boucler entièrement donc, l'aménagement de cette route qui va donc de Taparko jusqu'à la frontière du Bénin, et pour également nous permettre de tirer tout le bénéfice, tout le potentiel donc, de cette route? Qu'est-ce qui est prévu? Excellence, votre gouvernement, à travers le ministre de la fonction publique et de la protection sociale, a lancé récemment une opération de vérification de l'authenticité des diplômes des agents de la fonction publique. Où en est-on avec cette opération de vérification? Et qu'est-ce que vous prévoyez en termes de sanctions pour les éventuels donc, détenteurs de ces faux diplômes? Enfin, je dirais la question du député Bari Boukari, que je vais livrer peut-être in extenso, pour ne pas trahir l'esprit et la lettre donc, de cette question-là. Excellence, des milliers de déplacés internes sont aujourd'hui en détresse dans la province du Loroum. Chaque jour qui passe, ces populations nourrissent en vain l'espoir de regagner leur village d'origine et ont parfois le sentiment d'être des oubliés de la République. Pour ne parler que de la situation au niveau de la province du Loroum, qui enregistre un fort taux de déplacés internes, en dehors du soutien sporadique et quasi insuffisant de l'État et de certaines bonnes volontés en céréales, ces populations se sentent abandonnées à elles-mêmes. Toutes les communes de la province sont aujourd'hui coupées du reste du pays avec toutes les conséquences qui y vont. C'est pourquoi, Excellence, je voudrais exhorter le gouvernement à tout mettre en œuvre pour venir en aide à ces populations qui, comme bien d'autres de notre pays, sont aujourd'hui entre deux feux, à savoir la misère et le terrorisme. Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour le retour des différentes populations déplacées dans leur village d'origine avant la saison des pluies qui avance à grands pas, quand on sait que la plupart de ces déplacés sont des agriculteurs qui ont hâte de retrouver leurs champs? Et que compte faire le gouvernement pour garantir la sécurité et la quiétude une fois de retour dans leur village d'origine? Là, c'est la question du collègue, d'un collègue, Boukari. Je crois que, Excellence, peut-être si je me trompe, je pense avoir vidé mes questions, l'ensemble des questions que j'avais. Voilà, je crois que c'est tout, parce que je ne le vois plus. D'accord. Dans tous les cas, vous avez la latitude de pouvoir revenir si Merci. vous retrouvez les autres questions. Merci, Excellence. Donc, il appartient aux autres membres du groupe, s'ils veulent intervenir, d'y aller. Hein? Ah ben, vous n'êtes que 3, hein? Ah, 4, ok, d'accord.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, malgré les efforts consentis pour la construction de nouveaux centres de santé, l'amélioration du plateau technique demeure une préoccupation majeure. En effet, les populations à faible revenu n'ont pas accès aux soins de qualité, faute de matériel dans les centres publics de santé. Pour une simple échographie, il faut un rendez-vous de plus d'1 mois dans un centre public. Pendant ce temps, en un clin d'œil, on peut se le procurer dans une clinique privée. N'en parlons pas des scanners et certains examens complexes. J'en veux pour preuve le cas de l'hôpital Soro Sanou, où même pour faire la radiographie d'une simple fracture, on te donne des rendez-vous à n'en point fini. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous résoudre ce problème d'équipement dont souffrent nos populations dans les formations sanitaires? Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'annonce de la construction d'un hôpital sous-régional avait réjoui plus d'un dans la ville de Bobo. Mais très vite, la joie qui animait la population des Hauts-Bassins va se transformer en un cauchemar interminable suite à des épisodes de contradiction sur le choix du site de l'hôpital. Excellent Monsieur le Premier ministre, où sommes-nous avec ce projet de construction de notre hôpital de référence? L'appurement du passif du foncier annoncé depuis belle lurette tarde à voir le jour. Pendant ce temps, plus de 270 sociétés immobilières sont en train de se partager le territoire. Les populations observent impuissantes à ce partage de gâteaux entre les privilégiés du moment. Les surfaces cultivables se raréfient sous le poids de la pression foncière. Excellent Monsieur le Premier ministre, le pauvre peut-il toujours espérer vivre dans les centres urbains et avoir un chez-soi? Excellent Monsieur le Premier ministre, l'autorité de l'État est mise à rude épreuve au Burkina Faso. Les populations sont en quête d'une gouvernance vertueuse. La corruption gagne en galon. Certains insurgés ne se reconnaissent plus dans la gestion au sommet de l'État. Excellent Monsieur le Premier ministre, quelles sont les actions fortes que vous comptez mettre en œuvre pour ramener la confiance entre le sommet et la base? Excellent Monsieur le Premier ministre, les populations ont bien accueilli l'extension de l'électrification dans les zones périurbaines de Bobo et de Ouagadougou. Mais il nous revient que le coût du branchement, autour de 230 000 francs CFA, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ces populations peuvent-elles espérer une réduction du coût du branchement dans ces zones à revenus très faibles afin de bénéficier du fruit de la croissance? Excellent Monsieur le Président, pour terminer, les partenaires sociaux ont mis les revendications en veilleuse du fait de la fermeture des classes suite à l'avènement du Covid-19. Bientôt, la réouverture des classes. Est-ce qu'un dialogue fécond a été engagé avec ces partenaires sociaux afin de permettre à nos enfants de repartir, trouver les enseignants en classe? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. J'ai 4 petites préoccupations. La première concerne le dénombrement de la population dont le Premier ministre a parlé dans son discours. Je voudrais tout simplement savoir s'il peut dire à la représentation nationale si ce dénombrement a pu se faire sur tout l'étendue du territoire, compte tenu de l'insécurité rampante que nous connaissons à l'Est et dans le Grand Nord.
Deuxième préoccupation, à la page 38 de ce rapport-là, il est cité les projets d'infrastructures routiers qui sont en peine, soit dus à l'insécurité, soit dus à des défaillances des entreprises, qui font que donc, quand on regarde la cible qui était visée en 2019, elle est loin d'être atteinte. Je voudrais savoir si le Premier ministre peut nous dire qu'est-ce qu'il compte faire, qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour rattraper ces taux qui sont faibles au niveau de ces projets routiers. Troisième préoccupation, je voudrais que le Premier ministre dise à la représentation nationale quel est le mécanisme qui est mis en place pour le suivi des mesures environnementales au niveau des mines. Parce que nous constatons, et surtout quand on gère au niveau local certaines affaires, qu'il n'est pas pris en compte les différents plans de réinstallation et de dédommagement des populations. Une fois que la mine commence à tourner, les populations sont laissées à elles-mêmes, elles se replient sur les mairies ou sur les députés qui ne peuvent rien faire. Donc je voudrais savoir si le gouvernement a en son sein des mécanismes clairs qui permettent de contrôler le respect des mesures environnementales au niveau de ces miniers-là. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas les mettre à la disposition des mairies qui sont plus proches donc des populations et qui, elles, au moins, veilleront, et elles auront intérêt même à veiller à ce que leur population ne soit pas tout simplement maltraitée. Bon. Dernière préoccupation qui est d'ordre général, ça concerne les infrastructures routières encore. C'est que nous constatons que votre gouvernement fait de grands efforts dans la construction de routes neuves. On voit qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont démarrés à gauche et à droite. Mais ceci étant, nous posons la question de savoir si il existe au niveau du ministère des Infrastructures, de ce département-là, un programme de suivi et d'entretien clair des infrastructures qui sont réalisées. Nous le disons pourquoi? Parce qu'on vient de parler de la route de Fada, la RN18, elle est allée jusqu'à se dégrader complètement avant qu'on ne commence à la reconstruire pratiquement. Et je prends la RN6 qui va de Ouagadougou en passant par Saprik pour aller à Léo. Là aussi, le premier tronçon est en cours de réhabilitation, Ouagadougou-Nazino, mais de Nazino en allant à Léo jusqu'à la frontière des choses, ça commence à se dégrader encore. Et si on y prend garde, on risque de revenir faire des grands travaux assez lourds dessus, alors qu'on aurait pu rattraper les choses maintenant, à moindre coût. Donc c'est pour ça que je demande si le gouvernement peut nous expliquer à la représentation nationale quel est le programme de suivi et d'entretien qui existe pour vraiment accompagner la réalisation de ces infrastructures qui coûtent très très cher à l'État et dont je vous félicite pour leur mise en œuvre. Merci. Le temps est épuisé pour votre groupe. Celui qui veut parler doit demander expressément l'autorisation au président. Je ne sais pas qui doit parler, je ne sais pas qui. Hein. C'est M. Diallo. J'attends une demande écrite avec un timbre. Bon, allez-y. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour la parole. Je tiens aussi à remercier, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son discours. Je dois préciser que... On ne vous entend pas bien. Oui. Je remercie le Président pour la parole. Je remercie aussi le Premier ministre pour son discours. Et certains des points que je voulais aborder ont déjà été abordés, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je m'en voudrais de ne pas évoquer encore le cas des événements de Tawal-Bougou. Je tiens à préciser que les 12 victimes de Tawal-Bougou n'ont pas été arrêtées dans une opération antiterroriste. Ils n'ont pas été arrêtés nuitamment, comme a essayé de le faire croire le communiqué du procureur et du commandant de la gendarmerie. Je le sais parce que j'ai été là-bas mardi dans la soirée, parce que parmi les victimes figure un de mes cousins qui n'a jamais tenu un couteau, qui a fui le terrorisme à Mansilla pour aller se réfugier avec sa famille à Fada et qui a été exécuté.
Je parle de fait que j'ai constaté. J'étais à la morgue avec le procureur, avec les agents de l'hôpital. Et nous avons vu qu'il a été exécuté d'une balle dans la tête. Et je fais partie de ceux qui ont assisté à l'enterrement de toutes les 12 victimes. Et il n'y a eu aucune identification des victimes. Ça fait froid. Ça fait froid dans le dos. Ça fait des jours que nous n'arrivons pas à dormir parce qu'on ne peut pas imaginer que dans notre pays, en 2020, que nous vivons encore ce genre de situation. Donc, le Premier ministre est revenu là-dessus. Il a parlé d'enquête administrative et judiciaire. J'ai trouvé du réconfort dans ses propos. Et nous allons attendre de voir ce que ces enquêtes administratives et judiciaires vont donner. Mais j'estime seulement que l'enquête que le procureur a confiée à la gendarmerie, permettez-moi d'avoir des soupçons sur l'impartialité de cette enquête. Parce que le même corps de gendarmerie qui est accusé d'avoir commis ces exactions, qu'on lui confie la même enquête, bon, voilà. On peut se poser des questions vraiment sur notre envie de trouver la vérité et aller jusqu'au bout. Nous condamnons tous les actes de terrorisme, mais condamnons aussi la stigmatisation, surtout quand cette stigmatisation vient de nos forces de défense et de sécurité. Il faut le dire clairement. Nous saluons le sacrifice de nos forces de défense et de sécurité, mais force est de constater qu'au sein de nos forces de défense et de sécurité, nous avons des brebis galeuses. Et donc, le Premier ministre et son gouvernement ont la responsabilité. Vous avez lancé un appel à la cohésion nationale. On veut tous y souscrire, mais on veut tous être logés à la même enseigne. On ne peut pas tolérer ce genre d'exactions. On ne peut pas les tolérer et il est important aujourd'hui et maintenant d'envoyer des signaux très très forts. En attendant que ces enquêtes ne soient bouclées, il est important d'envoyer déjà le signal que le gouvernement ne va jamais tolérer ce genre d'action. Et ces commandants de brigades qui seront coupables de ce genre d'action, prenez des mesures dès à présent, en attendant même, sur la base des éléments qui sont déjà disponibles, les éléments matériels qui sont déjà disponibles, prenez des mesures conservatrices pour dire à tous les Burkinabés, on est tous égaux et ce gouvernement est là pour tous. Et c'est votre appel à la cohésion nationale, à l'unité nationale, ne sont pas juste des mots. Nous avons soif de voir des actes. Monsieur le Premier ministre, nous vous prenons au mot, nous allons vous suivre, nous allons continuer à apaiser les cœurs des populations. Ce n'est pas facile du tout. J'étais reparti encore à Tawalbougou samedi dernier. J'ai vu des volontaires avec des armes de guerre, avec des kalachnikovs. Je parle de quelque chose que j'ai vu de mes yeux. Moi, je veux savoir ces volontaires-là. Parce que quand je me suis adressé aux autorités locales, personne n'était au courant de la manière dont ces volontaires ont été sélectionnés. Et on a tous pu constater qu'ils appartiennent tous au même groupe ethnique. Donc moi, je voudrais savoir, sans remettre en cause le processus de leur sélection, comment est-ce que ces volontaires ont été choisis et comment ça se fait que les autorités locales et les autorités coutumières et religieuses ne sont pas au courant de la manière dont ces volontaires, à Tawalbougou précisément, ont été choisis. Maintenant, pour passer à autre chose, je salue les efforts en ce qui concerne surtout le programme d'urgence pour le Sahel. Vous avez parlé de 224 projets d'investissement. On souhaiterait savoir, dans ce cadre de ces projets-là, si on peut avoir des chiffres exacts sur combien de projets ont déjà été financés, combien ont été achevés et combien sont en cours d'exécution. Je m'en voudrais aussi de ne pas parler de la situation de la route Kongoussi-Djibo. Nous avons vu récemment comment la ville de Djibo était, on peut dire, en état de siège, parce qu'aucun transporteur, aucun commerçant, personne ne pouvait emprunter cette voie à cause d'un axe qui était pris en otage par des groupes armés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter qu'un tronçon de entre 20 et 40 km, Namsigui à Djibo, soit pris en otage en plein cœur de notre pays par des groupes armés pendant tout ce temps, pendant que l'information se propage, pendant qu'il y a même des crises sanitaires à Djibo, pendant qu'ils n'arrivent même pas à avoir de l'électricité pour alimenter les groupes électrogènes pour avoir de l'électricité, donc sans eau aussi. Qu'est-ce que peut nous expliquer cela? On doit nous expliquer. On voit on entend qu'il y a certaines mesures qui sont prises. On doit nous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que des groupes terroristes occupent une partie de notre territoire pour prendre une ville comme Djibo.
C'est pas un village, c'est pas un village chez ces vauriens de Bobo là. C'est une ville. Comment est-ce qu'on peut en arriver là aujourd'hui, malgré tous les efforts consentis par tout le monde, par les forces de défense et de sécurité, par le gouvernement, par l'Assemblée, par toutes les populations? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et qu'est-ce qui nous permet de croire que ça ne va plus jamais se passer? Parce qu'à Dori aussi, on a vu la même chose. À cause du fait d'un groupe de bandits qui sont allés menacer la station de traitement d'eau de Yakuta, nous avons fait près de 2 semaines à Dori sans eau. Parce que tous les agents de l'ONEA ont fui. Comment est-ce qu'on ne peut pas sécuriser ce genre d'installation aujourd'hui pour permettre quand même que les populations d'une ville comme Dori, je ne parle pas de Bobo, une ville comme Dori puisse avoir de l'eau? À cause du fait de quelques groupes armés terroristes qui sont à 6 km de Yakuta dans un hameau de culture. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sécuriser ces endroits qui sont quand même assez stratégiques? Merci pour la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Évitez de vous attaquer à mes alliés, les Bobos, parce que ma magnanimité a des limites aussi, parce que les Bobos sont mes alliés.